Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode où j'ai la joie d'avoir avec moi Maude Simard, stratège d'affaires. Bienvenue Maude, merci d'être là. Bonjour Daniel, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bien, merci. J'ai invité Maude parce que Maude est spécialisée dans le domaine de la légalité. Elle est, comment on dit ça, propriétaire ou copropriétaire d'une firme d'avocats. Tout à fait, oui, effectivement. J'ai un bureau d'avocat avec mon conjoint, qui est un avocat d'affaires. Moi aussi, j'évolue dans le milieu du droit des affaires depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, on a fondé le bureau tous les deux en 2020. Excellent. Fait que je t'ai invité aujourd'hui parce que j'avais envie qu'on parle de l'égalité, de trucs intéressants pour les solopreneurs, voir qu'est-ce qu'ils peuvent observer, à quoi ils devraient faire attention, c'est quoi les plus grandes erreurs qu'ils font. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton cheminement, parce que tu as un cheminement quand même vraiment intéressant. Oui, effectivement, j'ai pris bien des détours pour arriver là où je suis aujourd'hui. Puis même l'entrepreneuriat, c'est presque un accident, en fait. Euh, Quand j'étais jeune, j'avais déjà le rêve de devenir avocate. Et puis, malheureusement, j'étais pas une adolescente très, très sérieuse. Alors, ceci étant, j'ai eu plusieurs erreurs de parcours qui ont fait que, ultimement, je n'étais pas admissible là, au baccalauréat en droit quand j'ai terminé ma technique juridique. Alors, j'ai commencé à travailler dans le domaine. C'était une belle façon pour moi là, d'être dans le milieu juridique, même si je n'avais pas le profil pour faire sciences humaines et passer directement à l'université. J'avais décidé de faire une technique là, pour être en mesure de travailler, d'avoir un métier dans un horizon de temps quand même assez rapproché. Mhm. Puis je suis encore plus tombée en amour avec le milieu, fait que ça m'a pas découragée, au contraire, ça m'a boosté. J'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai fait « Oh wow, c'est tellement ça que je veux faire ». Alors, n'étant pas admissible au bac en droit, j'ai quand même décidé de prendre des cours à l'université en me disant je vais quand même me spécialiser, je veux pousser plus loin parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Donc, je travaillais à temps plein, j'allais à l'université comme 4 soirs semaine en plus du travail. Euh, Puis j'ai fait un baccalauréat multidisciplinaire, comme je n'étais pas admissible au bac. Ensuite de ça, je suis passée à la maîtrise en droit des affaires. Donc, j'ai réussi à me faire admettre en maîtrise. Ensuite de ça, j'ai commencé mon doctorat et est arrivée la pandémie. Et je me suis dit, hey, mais là, il y a d'autres universités quand même qui offrent le bac en droit. Je suis plus limitée seulement à Québec, comme la plupart des cours se donnent en ligne maintenant. Et j'ai miraculeusement été acceptée à l'UQAM, mais sur base de CV, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si j'avais fait des études supérieures, ça ne me rendait pas plus admissible au bac en droit parce que le règlement des études n'est pas fait pour quelqu'un qui revient en arrière. Alors, mes notes d'études supérieures n'étaient pas considérées. Alors, je continuais à être dans la même impasse. Ouais. Donc, je me retrouvais dans une situation où je pouvais enseigner certains cours du bac en droit, mais je ne pouvais pas le suivre. Donc, voilà. Je suis à l'UQAM depuis et je devrais terminer, là, normalement en décembre, mon baccalauréat. Je viens tout juste, avant-hier, là, de faire ma demande d'admission à l'école du barreau. Hihi. Oh, ah, ben, bravo pour ta persévérance. Déjà, c'est assez incroyable. Merci. Puis bravo de ne pas t'être laissé arrêter par les règles du red tape qui sont un peu aberrantes des fois, mais bon. Ben oui, puis écoute, avec du recul, avec mes presque 40 ans maintenant, je me rends compte que ceux qui réussissent bien en affaires puis ceux qui font des carrières incroyables ont souvent en commun la persévérance. Puis de Complètement. pas être des gens qui se laissent décourager facilement parce que ça reste que mon parcours, comme la plupart des parcours d'entrepreneurs, c'est énormément de temps, d'acharnement, de résilience, de persévérance. Puis ça fait partie du chemin. Tu sais, des fois, on a une vision qui est peut-être un peu biaisée de la réussite par les réseaux sociaux, par l'époque Ouais. dans laquelle on vit, en disant ah, c'est facile, ah, je vais me lancer, ça va être facile. Il il y a ça souvent, il y a une belle naïveté quand même quand on se lance en affaires. C'est ça, les plus persévérants généralement sont ceux qui vont se démarquer, là.
Complètement. Puis en fait, je pense que ça aide d'avoir cette naïveté-là au début, parce que si tu savais dans quoi tu t'embarques, peut-être que tu le ferais pas. Mais c'est moins Peut-être. pire que ce que qu'on imaginerait en fait en réalité. C'est comme si des fois on a l'impression que c'est tout d'un coup, mais en fait les problèmes ils apparaissent un à la fois. Puis c'est rare qu'on a 25 Complètement. problèmes en même temps. À moins de vraiment pas porter attention, là, mais Oui, effectivement, ça reste que c'est généralement, effectivement, comme tu le dis, on les règle un à la fois, mais je pense qu'on n'a pas conscience, ben, euh, heureusement, quand on se lance en affaires, de tout ce que ça implique. Parce que, puis j'arrête pas de le dire, moi je trouve les entrepreneurs extraordinaires. J'adore quand quelqu'un arrive dans mon bureau puis me parle de ce qu'il fait, quand quelqu'un me parle de sa zone de génie. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est une partie de ta zone de génie et une très grosse partie que tu connais pas sur laquelle il va falloir que tu te formes. Parce que être chef d'entreprise, ben, tu le sais, toi aussi, Daniel, tu as monté les échelons, tu as quand même travaillé dans une grosse société. Euh, je veux dire, il y a plein de choses qu'il faut que tu apprennes. Gérer une entreprise, c'est pas nécessairement ce qu'on envisage au départ. Puis quand ça grossit, c'est pas ce que c'était non plus au début. non. Fait qu'il y a une courbe d'apprentissage. Une courbe d'apprentissage, une courbe de lâcher prise, mais aussi une courbe de euh, savoir s'entourer aussi. Euh, Complètement. Puis tu parlais justement des choses qu'on n'est pas conscient puis qu'on on devrait développer. Un de ces aspects-là qui est souvent négligé, c'est l'aspect légal, l'aspect juridique pour surtout les petits entrepreneurs qui sont déjà tellement occupés à livrer leurs services, apprendre à faire du marketing, apprendre à créer des offres, apprendre à ci, apprendre à ça. Puis là, il y a cette espèce de petite affaire-là qui pendouille un peu en arrière d'eux, des fois, quand ils prennent pas les précautions. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ces défis-là, puis des problématiques que tu as eues avec certaines personnes, puis élaborer Ouais, un peu là. oui, ben, en fait, il y a beaucoup de mythes par rapport aux aspects juridiques des entreprises. Premièrement, les gens ont tendance à penser qu'on appelle un avocat juste quand ça va mal. Tu sais, j'ai pas besoin d'un avocat si j'ai pas reçu de mise en demeure. Hmm. C'est faux. Donc, une des bonnes façons de commencer, de se lancer en affaires, c'est justement de prendre contact avec des professionnels, quitte à te faire dire, ben écoute, j'ai passé 15 minutes avec toi, on considère que, effectivement, dans l'immédiat, tu n'as pas nécessairement besoin de nos services, mais rappelle-nous quand tu seras rendu à tel et tel endroit, on est capable de prendre ce temps-là et de le nommer. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on fait juste commencer qu'on n'a pas besoin. Ça dépend de quelle façon on est structuré. L'autre chose, c'est ah ouais, mais ça va coûter cher. Ça coûtera jamais aussi cher que justement si tu attends de recevoir la mise en demeure pour rappeler. Fait qu'on est capable, quand c'est dans un contexte justement de mise en place de structure, d'élaborer un échéancier, de faire des estimés de combien ça va coûter pour tel et tel morceau, puis de les étaler aussi par ordre de priorité. Tandis que quand on se retrouve avec des choses qui ont été faites un peu les coins ronds, puis que l'on se retrouve dans une dynamique de litige commercial, combien ça va coûter, ben là, je suis pas capable de te le dire. Je suis Non, capable de te dire que là, c'est vrai que ça va coûter cher, mais je peux pas te dire où ça va s'arrêter. exact, exact. On va essayer de t'aider, mais je veux dire, on, on part dans une dynamique de problème et d'urgence parce que là, Ouais. on tombe avec des délais qui nous sont imposés. Il y a un tempo qui est dicté, répondre à la mise en demeure. Puis après ça, s'il y a des procédures, il y a comme un échéancier duquel on n'est plus maître. Tandis que quand on se structure correctement, puis qu'on a des ententes aussi avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, avec nos clients, ben là, c'est un peu plus nous qui dictons le tempo. Quand tu as tenu le crayon, ben tu es en meilleure position. Tout à fait. Est-ce que tu peux donner quelques exemples comme ça de choses que les gens, les solopreneurs, peut-être savent même pas qu'ils devraient avoir en place, qu'ils devraient porter attention? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand on parle de solopreneur, à la base, il y a différentes formes juridiques d'entreprise. Oui. Donc, il y a soit l'entreprise individuelle où on peut aussi être incorporé, donc Mhm. avoir une société par action. Les deux se peuvent quand on est solo. Puis, il y a un certain nombre de paramètres qui vont déterminer si
tu serais mieux d'être en entreprise individuelle ou en société par action. Ce qu'on voit souvent, c'est les gens qui commencent en entreprise individuelle et qui attendent trop longtemps avant de s'incorporer, puis qui viennent nous voir quand ils ont reçu un avis de cotisation de 80 000 $. Fait vécu. Fait que là, ah ouais, j'aurais peut-être dû y penser avant. Oui. Donc, faire attention de suivre ses chiffres, de suivre son évolution, puis d'essayer d'établir un moment où ce serait une bonne idée de s'incorporer. L'autre chose, c'est que il y a certains secteurs d'activité qui sont plus à risque en termes de responsabilité civile. Ouais. Alors, quand on sait que la société a la personnalité morale, donc existe avec son propre patrimoine à l'extérieur de nous, ben on va préférer cette forme juridique-là dès le départ, indépendamment des revenus de l'entreprise, Ouais. pour qu'elle ait un patrimoine distinct d'une autre, pour répartir le risque correctement entre l'entrepreneur et la société. Donc, tu sais, ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand même tôt dans sa structure, parce que il y en a qui ont des chiffres d'affaires qui évoluent très, très vite. Donc, des fois, l'incorporation, on voit, ah, ça va être dans 5 ans. Ben, pas nécessairement. Ça dépend. Si le chiffre d'affaires augmente rapidement, ça peut être avantageux de le faire. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent. L'autre chose, c'est de dire, ah, ben là, c'est juste un petit partenariat qu'on fait ensemble. Ça va aller vite et bien. Puis, Oui, ça, les partenariats, hein, c'est toujours, on s'imagine que tout va toujours aller bien, fait qu'on on se dit, ah, pas besoin de trucs, pas besoin de gros contrats, ça va bien. Puis là, c'est quand ça va pas bien que là, on se dit, ah, shit, on aurait dû avoir un contrat. oui, parce que c'est niaiseux, là. Quand ça tombe dans une dynamique de litige, ça devient très émotif. Et que Hmm. c'est plus nécessairement juste une question purement monétaire. Alors, souvent, les gens vont dépenser plus en honoraires d'avocat que ce que ça aurait coûté de s'entendre avec une poignée de main puis de dire, regarde, on arrête ça, on s'entend, on coupe la poire en deux, puis on évite d'aller plus loin avec ça. Ouais. Fait qu'on se retrouve avec des dossiers que des fois, c'est nous qui avons à modérer l'avocat qui s'occupe du litige, qui a à modérer le client, puis dire, ouais, mais là, c'est parce qu'on devrait plutôt aller vers un règlement que de judiciariser ça. Ouais. Mais parce que des fois, c'est des contrats qui sont pas très gros, puis tu sais, juste de rédiger, tu sais, les procédures pour régler ça, fait que c'est ça, ça devient des choses qui sont très... Oui, mais il m'a fait ça, j'ai raison. Oui, mais si ça avait été très, très clair au départ, puis qu'on n'avait pas été dans un flou, ben on n'en serait pas là, manifestement. Donc, tu sais, même si c'est pas un contrat de 45 pages, au moins si les points majeurs sont traités, Ouais. ben on est en meilleure position, là. On a un point de Ça, départ. c'est l'autre chose. Des fois, les clients nous demandent, ah, j'aurais besoin d'un contrat pour mes clients, puis là, on arrive avec un contrat de 7, 8, 10 pages, là. Ah, mais là, mon client ne voudra jamais signer ça, c'est bien trop gros, c'est bien trop de Ouais. texte. Fait que souvent, il faut dédramatiser le, le pavé qu'on a écrit, dire, Ouais. cette clause-là est très longue, mais essentiellement, voici ce que ça veut dire. Puis les mots ont été choisis pour que justement, il n'y ait rien de flou. Tout a été prévu, mais ça reste qu'on parle quand même de la confidentialité des renseignements, mettons. Mais Ouais. ça fait des clauses qui sont longues, mais qui essentiellement visent un aspect. Moi, j'aime bien quand les compagnies nous font. T'as la version longue, complète, juriste, là, juridiquement correcte, là, puis t'as le human readable à côté, où est-ce que c'est toujours résumé en une phrase. Puis comme, ah ouais, ok, c'est juste ça que ça veut dire. Là, si je lis la phrase, je peux relire le reste, puis là, je comprends. Oui, ben en fait, les meilleurs contrats sont faits pour qu'un juge qui est complètement hors contexte en cas de litige soit capable de regarder ça puis de dire, bon, ben, les barrières, ils étaient là. Est-ce qu'on Hmm. est dans le cadre de ces barrières-là ou est-ce que quelqu'un a passé de l'autre côté? Donc, ça vise vraiment à clarifier toutes les situations qui peuvent survenir. Donc, c'est sûr que ça fait du texte puis que c'est lourd, mais le meilleur contrat de mariage, ben c'est celui qui ne sert pas dans le cas de divorce. Ben c'est un peu la même chose en affaires, tu sais. On espère que ça se passe bien puis qu'on n'ait pas à ressortir le contrat à toutes les semaines, faire « Ouais, mais là, c'était écrit ça », tu sais.
Sauf que si la relation ne se passe pas bien, Mhm. ben on sait dans quelle zone on navigue. Ouais. C'est vraiment... c'est l'idéal, en fait. Puis c'est sous-estimé de la plupart des gens. Le nombre de gens que j'ai vus qui m'ont dit Ouais, j'ai pas de contrat, là, qu'est-ce que t'en penses? Comme, je suis pas juriste, je peux tellement pas t'aider là-dessus, mais c'est toujours avant. Début. C'est quelque chose que j'enseigne dans mes programmes. C'est au début. Si tu fais un partenariat, c'est dès que tu commences à avoir quelque chose qui bouge, là, un contrat. Comme tu dis, il n'est pas obligé d'être si long que ça pour commencer, à moins qu'il y ait des sommes importantes en jeu, mais vraiment un Mhm. minimum où est-ce que c'est clair qui, quoi, quand, quoi, puis surtout si on veut plus, qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui est souvent négligé, puis la sortie est pas prévue. Exact, c'est ça. Ça, c'est un des gros problèmes aussi. Même si ça va correct, la sortie, si elle n'est pas prévue, c'est aussi un gros enjeu souvent. Fait qu'on y a pas. Mm, mm, Je m'excuse, je vais revenir sur un des trucs que tu as dit parce que c'est quelque chose que les gens me posent des fois la question, puis je suis comme, ah, je suis pas juriste, je peux pas répondre là-dessus. mm, Toi, dans ton expérience, je sais que tu donnes pas de mm. conseils officiels juridiques, mais dans ton expérience, c'est quoi la règle du pouce pour dire, ouais, là, il serait temps que tu t'incorpores? Bon, effectivement, chaque cas est un cas d'espèce, alors on va toujours évaluer la situation du client pour être capable d'établir si c'est une bonne idée ou non. Mais sinon, dans une règle un peu plus générale et Mhm. informative. Donc, on disait, bon, ben, les cas où la responsabilité peut facilement être euh, sollicitée. Donc, tu sais, si on se lance, par exemple, dans le secteur de la construction où il peut avoir des dommages sur une structure, on n'attendra pas que ça aille avec un chiffre. Non. Sinon, le chiffre magique, ça n'existe pas. J'entends souvent, ah, il faut que tu fasses 100 000 avant de t'incorporer. Pas nécessairement. Mhm. L'idée, c'est que quand tu te mets à dégager du profit de façon assez intéressante, ton salaire est couvert, tes dépenses sont couvertes, puis là, tu es en excédent, là, ça commence à valoir la peine à cause du taux d'imposition des sociétés qui n'est pas le même que celui des particuliers. Donc là, il y a des stratégies qui sont intéressantes à avoir pour un entrepreneur. Donc, soit avec une société opérante ou une société opérante et une société de gestion, là, si on veut être capable soit de réinvestir dans d'autres projets, de faire des placements. Donc, c'est ça qu'on va regarder généralement. Mais quand on commence à avoir un chiffre d'affaires qui nous permet de faire plus que ce qu'on a besoin pour vivre et pour faire vivre l'entreprise, là, ça commence à être le temps qu'on regarde ça. Mhm. C'est un bon règle de pouce. C'était pas mal ce que je dis aux gens, mais j'aime ça que quelqu'un avec plus d'expérience dans ce domaine-là confirme, c'est toujours intéressant. Puis, parce que c'est quelque chose qui fait peur aussi, hein. Il y en a qui se disent, comme j'ai vu des gens souvent qui se retiennent de faire de l'argent parce qu'ils ont peur d'avoir à gérer les taxes de vente. Parce que comme, non, sais-tu combien d'argent tu laisses sur la table à avoir peur de quelques petits papiers? Incroyable. Même chose avec les gens qui se disent ah oui, mais là, ça a l'air compliqué, pis ci, pis ça. Puis je suis comme, ben, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste, faut que tu t'entoures d'un, fais pas ça tout seul. Ben, c'est ça. Tu sais, se freiner dans son expansion, d'avoir peur d'aller plus loin. Tu sais, je veux dire, si justement tu pousses dans cette expansion-là, ben tu vas avoir les moyens financiers de payer les professionnels qui Hey, vont t'accompagner. C'est que ça va avec une croissance d'entreprise. Tu peux pas penser que tu vas être tout seul, en tout cas si tu veux croître, que tu vas être tout seul toute ta vie puis que tu n'auras jamais d'employé à gérer. C'est un peu de se condamner au jour de la marmotte, dans le fond, que ouais. d'avoir peur d'une expansion. Fait que oui, c'est sûr que ça complexifie la structure, mais en même temps, on augmente les revenus, donc on est capable d'aller chercher les gens pour nous accompagner là-dedans puis rendre ça digeste. Ouais. Puis ironiquement, moi je trouve que, puis je suis pas le seul à le dire, je le vois beaucoup de mes clients aussi, c'est plus les revenus grandissent, plus ton entreprise grandit à tous les niveaux, plus Mhm. c'est facile en fait en tant qu'entrepreneur. Parce qu'au début, faut que tu mettes tous les chapeaux, faut que tu fasses tout. Là, juste la pensée de rajouter quelque chose, des fois tu fais comme ah non, non, je veux pas plus que ce soit les taxes de vente, que ce soit s'incorporer. Puis ils sont comme, non, non, pas un autre truc dans mon assiette. Mais non, en fait, c'est l'inverse. C'est quand tu grandis, ça devient bien plus facile, comme tu dis, aller chercher de l'aide, de l'expertise. Puis soudainement, c'est plus toi qui portes tous les chapeaux. Tu peux dire, tiens, toi, peux-tu t'occuper de ça, s'il vous plaît? Puis là, tu fais, ah.
Complètement, complètement. Quand ton entreprise est suffisamment bien établie puis que tu as des revenus suffisants et même que tu es en expansion, ben ça te permet juste effectivement de te dégager du temps contre de l'argent. Donc, essentiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas chercher plus de profit, mais tu es capable de payer des gens pour faire les choses à ta place. Comme ça que ça fonctionne, une croissance. Fait que, effectivement, les premiers mois sont extrêmement essoufflants et demandants parce que là, c'est du temps, du temps, du temps, du temps, du temps. Mais quand l'argent se met à rentrer, là, on commence à avoir une certaine liberté de pouvoir se permettre de payer pour des services. Exact. T'sais, au début, tu investis ton temps pour faire de l'argent, puis après ça, tu investis ton argent pour acheter du temps. Voilà, exact. C'est si bien dit. Puis en fait, c'est super beau en fait comme processus, mais c'est ça, faut avoir confiance. Le fait qu'on n'est pas seul dans ce processus-là. On n'a pas à être seul, puis c'est plus facile quand on atteint cette liberté-là assez rapidement. C'est beaucoup plus léger. Complètement. Complètement. Puis c'est important, puis je le répète souvent, tu sais, quand on se part en affaires, souvent ça vient avec une très grande solitude. Puis on est enfermé dans notre bureau à essayer que ça fonctionne, tu sais. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, même si vous êtes à fond dans votre projet, prenez la peine de sortir, de discuter avec d'autres entrepreneurs. Ça fait du bien, ça fait des contacts, ça fait du bien, mais tu sais, humainement, je pense qu'on a besoin d'une certaine forme de soutien de d'autres humains qui comprennent un peu notre Com- réalité, parce que la plupart des entrepreneurs n'ont pas un entourage qui est en affaires, fait que ça vient avec une certaine part de solitude. Oui, complètement. C'est pour ça que moi je dis toujours à mes clients, tu sais, là c'est bien, tu es avec moi, tu es en coaching, ou tu sais, que ce soit un coaching individuel ou de groupe, c'est parfait. Tu sais, prends ça comme un cercle qui va te soutenir. Mais tu sais, le après, c'est important de soit créer ton propre groupe de réseau avec des gens avec qui tu connectes, tu t'entends bien, ou sinon rejoindre des masterminds, des trucs comme ça, parce que ça fait toute la différence. Justement, tu peux échanger sur tes problématiques, tu peux voir ce que d'autres ont vécu comme défi, mais aussi comme solution. Tu peux te sentir aussi plus soutenu. Quand tu as la possibilité de parler à quelqu'un, écrire à quelqu'un, ça fait tellement du bien en tant qu'entrepreneur. Même si on est encore solopreneur, le fait de se sentir entouré, soutenu par des gens qui ont un cheminement un peu similaire, même s'ils sont dans un domaine complètement différent, ça fait toute la différence. Complètement, puis j'aime ça que tu parles de milieux complètement différents, puis en fait, c'est toute la richesse d'un mastermind, d'un cerveau collectif, c'est justement d'être capable d'aller chercher un point de vue différent du sien, tu sais, Ah oui, comme l'image d'avoir le nez collé sur le mur. Si tu sors jamais de ton bureau puis que tu n'échanges jamais avec d'autres personnes qui justement peuvent être à l'extérieur de ton industrie puis avoir un point de vue complètement différent sur ce que tu fais, ben ça fait partie de la richesse d'un réseau d'affaires. Fait que ceux qui se privent de ça se privent d'une partie de leur expansion aussi. Puis com- moi, après plusieurs années en affaires, la plupart de mes amis sont aussi des entrepreneurs. Mon cercle a beaucoup changé au fil des années. exact, exact. Puis moi, c'est une raison, tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis en affaires maintenant, j'en ai fait des formations à n'en plus finir. Tu sais, c'est pas comme si j'apprenais tant de choses que ça quand je m'inscrivais dans une nouvelle formation, mais je le fais beaucoup pour les rencontres. Tu sais, je vais à des conférences, je vais à des ateliers, je vais à des formations en personne. Pourquoi? Plus pour le networking, puis rencontrer des gens. Puis je repars pas toujours avec un nouvel ami, mais souvent, je repars avec quelqu'un, puis je suis comme, hey, on a connecté, c'était vraiment le fun, puis on continue à rester en contact, puis c'est le fun, ça ouvre nos perspectives. Puis tout comme je trouve que ouvrir ses perspectives en voyageant, ça fait un meilleur humain. Ouvrir ses perspectives en parlant à d'autres entrepreneurs de d'autres domaines, ça ouvre nos perspectives en tant qu'entrepreneur, puis ça nous permet d'avoir plus de succès, mais aussi plus de facilité. Parce que c'est comme si au lieu de voir juste notre petite problématique à nous, dans notre petit domaine à nous, on voit des solutions plus larges, puis des fois on est capable d'aller copier une solution qui a été appliquée dans un autre domaine complètement, mais en l'adaptant de façon créative à notre domaine. C'est aussi une façon de nous mettre un peu de l'avant puis d'avoir un edge parce que quand on va chercher des choses comme ça qui sont pas standards dans notre domaine, on fait la différence en fait. Je suis 1000% d'accord avec toi. Moi-même, avec le background d'études, le bagage professionnel que j'ai, il y a souvent des formations que je prends en me disant, tu sais, en termes de contenu, ça va être intéressant, là, tu sais, je suis contente d'entendre parler cette personne-là, mais ça va probablement pas révolutionner ma vie, mais
je suis confiante que telle personne va attirer tel type d'entrepreneur avec qui j'ai envie d'échanger. Donc, Ouais, des fois, effectivement, je peux m'intéresser à des formations qui sont pas dans mon champ d'expertise, qui sont en TI ou dans d'autres sphères complètement parce que justement, j'ai des discussions que j'ai envie d'avoir avec des gens de tel et tel secteur. Donc, je vais être portée à aller suivre des formations, justement, comme tu disais, pour avoir accès aux gens qui vont fréquenter ces formations-là. Ça devient intéressant. exact. Ça fait des discussions tellement plus riches, je trouve, puis ça nous amène à réfléchir différemment puis plus large. Complètement, complètement. Puis c'est sûr que en affaires, en 2025, je veux dire, les idées complètement originales, nouvelles, auxquelles personne n'a jamais pensé, nulle part sur la planète, ça se peut encore, mais Ça se peut encore, mais il n'y en a plus tant que ça. Il y en a il y plus en tant. a plus tant que ça, fait que c'est pas dans le quoi, c'est dans le comment. Comment tu vas le faire, comment tu vas le présenter, comment tu vas le réfléchir. C'est quoi ta recette à toi? C'est un peu, tu sais, des gâteaux. Toutes les pâtisseries ont des gâteaux. Pourquoi tu as choisi celle-là? Exact. C'est quoi l'ingrédient secret qui fait que toi, tu tripes sur cette pâtisserie-là versus l'autre? Exact. Puis des fois, il y a deux gâteaux qui se ressemblent tellement, mais il y a une petite différence qui vient de chercher toi. Puis c'est ça, en fait, que les gens Mais cherchent. ultimement, tu t'en vas acheter un gâteau. Fait que pourquoi tu vas acheter mon gâteau plutôt que celui du voisin? Qu'est-ce que je fais qui est différent? C'est ça, c'est quoi mon ingrédient secret? Fait que c'est là que c'est le fun d'aller chercher du bagage, d'aller chercher de l'expérience, tu sais, d'aller magasiner même chez un compétiteur, pas pour copier, pour s'inspirer, pour dire OK, lui fait ça comme ça, c'est super intéressant, mais peut-être que moi, je pourrais tu sais, faire quelque chose, mais de complètement différent, justement, pour me distinguer. Fait que de s'imprégner des milieux d'affaires, des formations, des conférences, de visiter des nouveaux endroits, de faire des expériences de toutes sortes, ça rend le cerveau de l'entrepreneur incroyablement plus créatif. Puis la créativité, c'est notre richesse, dans le fond. Oui, oui. Puis c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, j'ai résisté pendant longtemps à m'inscrire à des formations de compétiteurs parce que je me disais, mais là, j'ai l'air de quoi si je veux m'inscrire à la formation de l'autre? C'est parce que je suis pas bon, tu sais? Puis là, je fais, tu sais quoi? Non, c'est intéressant de voir ce que les gens font de différent, puis sans copier, mais ça t'ouvre sur, ah, je trouve ça cool la twist qu'il a mis sur ça. Je fais la même chose, mais il fait d'une Mm. twist différente, puis à force de voir des twists d'humains différentes, ça ouvre encore nos perspectives, puis ça nous permet d'intégrer en fait toutes nos expériences puis nos expertises d'une manière encore plus riche pour nos clients. Fait que j'aime vraiment ça. Complètement. Ouais. T'es stratège d'affaires, donc tu aides quand même beaucoup de gens à plein de choses. C'est quoi ton top 3 des raisons pour lesquelles les gens viennent vers toi? Hmm. Intéressant comme question. Euh, ben déjà parce que j'ai travaillé avec énormément d'entreprises de beaucoup d'industries différentes et j'ai de ce fait une facilité justement à simplifier beaucoup les structures, Mhm. simplifier la façon dont je livre le message. Euh, j'ai une faculté aussi à penser justement complètement à l'extérieur de la boîte parce que j'ai tellement vu de structures différentes que j'ai la facilité de voir le petit chemin que toi, t'as pas vu puis qui serait super intéressant, puis te l'expliquer d'une façon où ça va être très, très clair. Tu vas voir exactement où j'essaie de t'amener. Euh, L'autre chose, c'est que je suis une bébite quand même techno. Fait que quand je rentre dans une entreprise, j'aime aller chercher les optimisations. Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Où est-ce qu'on peut aller améliorer la marge de profit? Tu sais, faire plus d'argent avec le même monde, Oui, essentiellement. Fait que je suis pas celle qui va faire des gros tris nécessairement dans les équipes, mais qui va aller chercher le meilleur de chaque personne. Ah, lui, il a des skills là-dedans. Ce serait le fun qu'on réorganise un peu ses tâches pour le mettre plus là-dessus, qu'on rajoute ça. Fait que je suis quand même habile à regarder travailler et à lire les humains, puis voir où est leur X, où est leur zone de génie, puis ouais. d'organiser les équipes en fonction de ça. Donc, c'est ça.
je suis bonne à faire plus d'argent avec le même monde. Je vais te dire comme ça. Une belle compétence. Ouais, quand même. Donc, ben, tu sais, tu vois, ça rejoint pas mal tout un combo d'expérience puis de créativité qui me caractérise, je pense, dans ma façon de travailler. Ouais, c'est très cool ça. Mais on se serait bien entendu quand j'étais dans le monde corpo parce que moi aussi, la simplification de structure, je trouve que c'est tellement clé. J'ai tellement vu d'entreprises où les gens travaillent en silo, puis il y a une espèce de chasse gardée. T'es comme ah, vous êtes supposés travailler ensemble! Ça marche pas quand tout le monde fait son petit truc dans son coin. Faut Non, simplifier. mais je pense que des fois, surtout dans les entreprises plus grosses, il y a une espèce de compétition qui s'installe, puis de ah ouais, mais ça, c'est moi qui fais ça, si je le montre. Mais moi, j'ai plutôt la mentalité de l'entreprise est aussi forte que le plus faible des maillons de sa chaîne. Fait qu'il y a personne qui a avantage, je pense, à garder jalousement une façon de faire, une façon de travailler. Moi, je me dis tout le temps, écoute, si l'élève dépasse le maître, good job, je suis vraiment contente parce que ça forme la prochaine génération, puis ça enrichit le bagage de tout le monde. Je vois pas pourquoi faudrait garder ses propres compétences puis pas les partager. Mais tu sais, j'admets qu'en début de carrière, j'étais plus aussi protectrice de ce que je fais, mais je me rends compte en vieillissant que c'est pas nécessairement une bonne façon d'évoluer. Non. Puis tu vois, pour les solopreneurs qui nous écoutent, moi au début, moi aussi j'avais cette façon de voir là de faut que je protège mon secret professionnel jusqu'à ce que je réalise qu'on fait pas mal toutes la même chose. C'est pas tant ce qu'on fait que comment on le fait, puis qui on est avec le client qui fait la différence. Fait que, en fait, j'ai même commencé il y a une couple d'années à contacter mes compétiteurs. Puis dire, on fait la même chose. Je veux pas t'insulter, tu le fais sûrement mieux que moi, mais est-ce que tu serais intéressé à ce qu'on prenne un café ou qu'on jase ensemble juste pour apprendre à se connaître? Comme ça, si jamais j'ai des gens que je peux pas prendre ou je veux pas prendre, j'ai des gens à qui les référer parce que clairement, on prend peut-être pas nécessairement exactement le même genre de client. Fait que j'abordais la chose comme ça, essayer de dédramatiser pour que les gens aient peur que je leur vole leur secret. Il y en a qui ont jamais voulu parce qu'ils est comme quitter toi, non. Mais il y en a d'autres qui ont été ouverts. Puis j'ai trouvé ça vraiment trippant d'avoir ces échanges-là avec des compétiteurs. Puis tu sais, on est encore en contact plusieurs parce que c'est intéressant. Des fois, on jase comme hey, t'as-tu des clients comme ça des fois? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Puis tu sais, on est devenu un peu plus potes, puis on se parle de ces choses-là. Les gens qu'on attire sont pas les mêmes. Puis oui, on a eu des clients qui ont fait un peu de nous deux, mais c'est correct. Peut-être qu'ils n'étaient pas à leur place avec moi ou ils n'étaient pas à leur place avec l'autre, puis ils ont fini par switcher, puis c'est bien correct. Mais je trouve ça très enrichissant d'avoir ces discussions-là parce qu'en fait, c'est comme si le marché est un peu toujours en expansion, selon moi. Il n'y a pas vraiment de saturation dans notre domaine encore, là. C'est un marché qui grandit, puis en fait, quand on s'entraide comme ça de façon ouverte, on s'enrichit tout le monde. On n'est pas en train de se voler de quoi que ce soit. Parce que le nombre de personnes que j'ai vues de toute façon qui me disent hey Daniel, là, je comprends pas, j'ai fait telle formation avec telle personne, puis je les connais toutes, tu sais. Puis je suis comme, Puis là, je suis comme, ben, je veux pas parler en mal, mais je veux juste, en te connaissant un peu plus, je peux te dire pourquoi ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je peux te dire pourquoi ce que je vais faire, ça va marcher, mais aussi je suis capable de te dire, tu sais quoi, embarque pas avec moi. Et je serai pas la bonne personne parce que je vois ce qui te manque, puis c'est pas mon corps, c'est pas ma force principale. Va plus vers telle personne. Puis ça, c'est quelque chose que les gens apprécient de un, que mes compétiteurs apprécient aussi. Mais je pense que c'est juste la meilleure façon d'être parce que, tu sais, on n'est pas là pour voler quelque chose à quelqu'un, on n'est pas là pour faire une chasse gardée, on est là pour nous vivre ce qui nous anime. Puis moi, ça donne qu'en ce moment, c'est aider des coachs, des thérapeutes, des solopreneurs à faire grandir leur business en ligne. Mais c'était pas ça il y a 10 ans. Puis dans 10 ans, ça va être encore ça, je sais pas. Fait que je fais un bout là-dessus. J'ai vraiment une joie profonde à faire ça, tout comme tu as une joie profonde à faire ce que tu fais. Complètement. Puis je vais juste jouer la game la plus fun pour tout le monde, moi. Exact, puis je suis encore là très d'accord avec toi, puis j'ai la même approche aussi. C'est drôle parce que l'an dernier, j'étais dans un programme de formation qui était quand même assez gros et j'avais accès à des services en droit des affaires dans mon package. Fait qu'évidemment, ils m'ont contacté en disant, ben, tu sais, j'ai dit, ben, savez-vous quoi? Je pense que ce temps-là, moi, je le prendrais justement pour échanger avec vous.
sur nos enjeux, comment vous faites tel. Puis ça a été super bien reçu, justement, la réponse que j'ai fait à ça, en disant, ben, ça m'intéresse de voir comment vous travaillez, puis Ah si on oui. est capable de collaborer. Puis effectivement, des fois, il y a des dossiers où on se retrouve en conflit d'intérêts, on peut pas aider tel client dans une transaction. Où est-ce que je les réfère, vous pensez? Ça me fait des partenaires. Moi, je suis très contente. Puis non, je le vois pas comme de la compétition. Puis on n'a pas les mêmes façons de faire, pas les mêmes façons de travailler. Il y a des dossiers dans lesquels on peut pas intervenir. Puis c'est vraiment le fun d'être capable de dire, hey, moi, je suis pas capable de le faire, mais j'ai quelqu'un pour toi. Puis tu peux le faire avec confiance, parce que tu as appris Complètement. à connaître les autres, puis tu sais que, ouais, je peux les truster. Ça sera pas aussi bien fait que si c'est moi, mais ça va être correct. Non, mais tu sais, il y a de la place pour tout le monde sur le marché, puis je crois fondamentalement que quand t'aimes ce que tu fais, quand t'es passionné par ce que tu fais, puis que t'as des façons de faire qui sont morales et éthiques, puis que t'as du plaisir, ça paraît, puis t'as pas besoin de pousser pour que les gens aient envie de travailler avec toi. Hmm, tout à fait, tout à fait. Puis, on va se dire un secret, quand tu parles avec des compétiteurs, puis que là, tu vois qu'ils font quelque chose de nettement mieux que toi, puis que tu savais même pas qu'on pouvait atteindre ce niveau-là, ça te challenge aussi de faire encore mieux pour tes propres clients. Tu vas peut-être pas y dire, alors c'est vraiment meilleur ce que tu fais, mais tu vas le savoir. Tu vas faire comme, oh shit, faut que je monte ma game. Fait en fait, je trouve que ça monte le niveau de compétence puis d'expertise sur le marché de faire ça. Parce que on veut pas se comparer parce que on est unique, on est différent, on fait notre Mhm, chemin, puis on peut pas tout faire aussi bien que tout le monde. C'est clairement, il y a des gens qui sont plus spécialisés en ci, d'autres qui sont plus spécialisés en ça, puis même si je veux fort, 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 là, j'atteindrai pas leur niveau. Je vais faire une meilleure job parce que je peux me laisser inspirer puis voir que, ok, clairement, je peux monter ma game un peu sur ce sujet-là, mais mhm, on a chacun nos forces, on a chacun nos trucs un peu innés, tu sais, des fois, ou nos passions, tout simplement. Il y en a qui sont fans d'un truc, ils voient que ça. Fait que, mhm. c'est sûr qu'ils vont être meilleurs, tu sais. Fait que, mais je trouve que c'est inspirant. Oui, puis tu sais, de regarder justement des joueurs qui sont beaucoup plus gros que nous, il y en a qui vont trouver ça décourageant. Moi, au contraire, je trouve ça super inspirant de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher juste un petit peu de cet objectif-là qui est énorme, mais tu sais, c'est sûr que si j'espère être au sommet de la montagne en un claquement de doigts, c'est un peu utopique, mais je peux commencer à marcher le sentier, par exemple. Tu sais, c'est quoi le prochain pas que je peux faire? Fait que je trouve ça super inspirant de regarder, oui, des compétiteurs qui sont au même niveau que moi, qu'est-ce qu'ils font de mieux, qu'est-ce qu'ils font de moins bien, comment, mais aussi de regarder des géants puis de dire, oh my god, c'est incroyable ce qu'ils font. Évidemment, je n'ai pas ces moyens-là, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher un peu de cette excellence-là? C'est vraiment inspirant. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est l'approche du un petit pas à la fois, puis on se rapproche de ce qui nous inspire finalement, puis c'est parfait. Faut pas se taper sa Mm, tête. Non, shit, je serais jamais capable de faire ça. Non, aujourd'hui, mais tu sais, ces gens-là, ils étaient pas capables avant non plus. Tu sais, ils sont devenus ça. Ben, fait que toi aussi, tu peux te mettre un objectif puis devenir ça, si c'est ce que t'aimes, si c'est ce que t'as envie. mm, mm. Exact. Puis tu sais, je reviens à l'isolement des entrepreneurs. Souvent, c'est facile, tu sais, comme je disais, de regarder le succès des autres, puis d'être découragé, puis de dire ah, mais là, moi, j'en arrache, puis c'est dur. Puis oui, mais tu sais, les gens que tu admires, là, t'as-tu déjà échangé avec eux? T'as-tu déjà lu ce qu'ils ont fait? Sais-tu d'où ils sont partis? Tu sais, des fois, de se ramener à ah, ok, lui, il est rendu là, mais aïe, aïe, il y a 10 ans, ça. Tu sais, il a parti ça de zéro, puis il a fait ses classes. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Surtout, on a une époque qui permet ça. Les réseaux, presque tout le monde a des podcasts, des chaînes YouTube, a lancé un livre. Tu sais, il y a moyen d'avoir cette information-là, puis de s'en inspirer. Fait que, tu sais, des fois, on fait juste scroller vite, puis ah, tu sais, il y a eu tel prix, tel succès, tel. Ouais, mais creuse un peu plus, va Exact. voir c'est quoi le bagage. Oui, des fois, tu serais impressionné de voir d'où les gens sont partis. En fait, moi, j'aime ça, les founder stories, là, pour voir d'où est-ce qu'ils sont partis, pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés là-dedans. Puis, Mm-mm. des fois, on se dit, oh, c'était facile pour eux. Puis là, tu regardes qu'est-ce qu'ils ont vécu au début, tu es comme, oh shit, je suis pas sûr que moi, j'aurais survécu à son histoire de début. Mais c'est correct, c'est son histoire à lui. C'était pour lui, c'était son chemin. Il a grandi à travers ça. Puis c'est parce qu'il a vécu ça qu'il est capable de faire ce qu'il fait maintenant.
je veux pas me comparer, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Puis, tu sais, se Mm. concentrer sur, OK, j'ai des petits défis moi aussi, mais c'est correct. Ouais, c'est clair. C'est Et clair. t'as dit un truc Tu aussi. sais, Vas-y, oui, excuse-moi. vas-y. Non, vas-y. Non, non, c'est que j'allais dire, tu sais, quand ceux qui brillent en affaires, souvent, c'est que ce qu'ils font, c'est tellement viscéral qu'ils se verraient même pas faire d'autre chose de leur vie. Puis c'est ça qui est beau. Tellement, tellement. T'as dit tout à l'heure que, tu sais, t'hésitais des fois à aller voir les plus gros joueurs, mais Mm. tu sais, tu trouves ça inspirant. Ouais, au début aussi, j'avais peur d'aller voir les gros joueurs. Euh, je me sentais intimidé. Puis, il y a quelqu'un un moment donné qui m'a dit, Daniel, si t'es toujours le plus gros poisson dans ton aquarium, t'es pas à bonne place. Au début, C'est ça m'avait clair. fait chier. Je suis comme, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais j'aime ça. Tu sais, c'est toujours moi qui ai raison, c'est toujours moi qui ai l'expérience. C'est un bon feeling d'être l'expert. Puis c'est vrai qu'il faut de l'humilité pour aller vers des plus grands, des gens qui ont plus de succès, puis dire, OK, ben, clairement, il sait quelque chose de plus que moi, ou il a compris quelque chose de plus que moi, qu'est-ce que je peux apprendre? Puis quand on reprend la position de l'étudiant, puis qu'on regarde ça, c'est là qu'on grandit, en fait. Ah, c'est clair. Puis l'ego est souvent mauvais conseiller en affaires parce que comment tu veux te dépasser toi-même si tu n'es pas assez humble pour admettre qu'il te reste des choses à apprendre. Donc, c'est important d'être capable, oui, évidemment, de célébrer ce qu'on fait de bien, mais d'être capable d'admettre que il y a plein de gens qui ont des expertises extraordinaires et qu'on n'est pas maître absolu de la connaissance. Mm. Non, puis l'ironique, puis ça c'est un peu dur à expliquer aux gens qui commencent, c'est plus tu vas en savoir, plus tu vas réaliser que tu sais pas grand-chose. Parce que chaque Complètement. sujet que tu touches juste assez pour être capable de fonctionner à ce niveau-là, il y a une profondeur que tu soupçonnes tellement pas quand tu vas passer au prochain niveau. Puis encore là, c'est un peu Complètement. la naïveté qui est bénie parce que si tu savais tout ça, tu capoterais. Mais c'est correct. Tu découvres au fur et à mesure que tu grandis. Exact. Puis effectivement, moi, à chaque fois que je touche à un nouveau domaine, puis ça doit être pour ça que je suis une éternelle étudiante, je vois pas quand est-ce que je vais arrêter d'étudier, de suivre des formations, de suivre des cours, parce que à chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est donc bien le fun. Mais là, telle connaissance raboute avec telle autre connaissance, puis on est capable de faire ça. Mais là, il y a encore un petit morceau qui me manque là, que je vais aller chercher, mais ça finit jamais. Ça finit jamais. Mais c'est beau en fait, parce que c'est que tu grandis, mais tu construis sur chacune des étages que tu as pu faire. Puis éventuellement, c'est plus un burden, mais c'est le fun. Tu sais, moi, je vois ton sourire quand tu parles de ça, puis je suis comme, c'est ça le feeling que j'adore, moi aussi. C'est quand tu comme, oh, mais attends, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que, c'est comme, oh shit, il manque un morceau. Puis t'es comme, oh, où est-ce que je vais trouver le morceau? Qui peut m'amener ce morceau-là? Puis Exact. Oui, oui, absolument. Moi, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Je suis comme, où est-ce que je vais trouver le morceau qui manque? tripant. Hey, merci Maude pour cette belle entrevue-là. J'ai vraiment adoré ce moment-là avec toi. Écoute, deux choses que j'aimerais te demander. De un, tu m'as dit que tu avais un petit cadeau pour les gens qui nous écoutent. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Je vais te donner le lien. J'ai créé une série d'infolettes qui est vraiment justement super pour les solopreneurs. C'est les 5 erreurs juridiques que les entrepreneurs vont souvent faire. Pas juste en tout début, pas juste en démarrage, là, tu sais, comme justement en passant peut-être de solo en expansion. Donc, les 5 erreurs juridiques, je les nomme, je les explique évidemment pourquoi ce sont des erreurs, puis de quelle façon on peut se prémunir contre ces erreurs-là. Donc, une série courriel qui sera bien intéressante, je pense, pour ta clientèle, Daniel. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis quand on le disait, tu sais, c'est mieux de prévenir que de guérir, ça va être très très riche en enseignement pour commencer à prévenir, pour éviter d'avoir à guérir éventuellement. Exact. Puis j'aimerais ça te demander, c'est quoi à quoi tu veux que les gens repartent en écoutant cette entrevue-là? Avec bien des choses, mais avec une confiance en disant, peu importe mon parcours, je le sais, je comprends, je vois que c'est pas nécessairement facile, mais qu'il y a des gens qui sont là pour nous accompagner, pour nous enseigner. Moi, je prône beaucoup l'enseignement, la connaissance. Tu vois, je jubile quand on parle de cours et d'acquisition de connaissances. Ben, je pense que c'est ça que je veux souligner, c'est l'importance
de l'entourage, de la connaissance, et que ça devient le fun. Tu disais en début d'entrevue, justement, ah, mais là, ils pensent que ça va être compliqué. Non, ça va être le fun. Oui, tellement. Fait que merci Maude, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à la semaine prochaine. Merci. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do.